as commencé avec du coup un podcast. Moi, on pose beaucoup la question de comment est-ce que tu choisis le format sur lequel tu te lances. Moi, je donne aux gens le conseil de faire ce que toi tu as fait, c'est-à-dire de choisir un format et de commencer à le maîtriser. Si tu te lances en jour 1 et que tu fais un blog, une chaîne YouTube, un podcast, de l'Instagram et du TikTok et du Twitter, 9 chances sur 10 que dans 3 mois tu sois nulle part et que t'aies pris le pied nulle part, que tu fasses du contenu de merde sur toutes les plateformes parce que t'as pas appris les compétences. Et donc les gens qui viennent me voir, souvent ils ont un dilemme entre deux plateformes sur lesquelles moi je maîtrise, c'est-à-dire le côté podcast et le côté YouTube. Et j'ai tendance à orienter les gens vers YouTube plutôt que vers le podcast. Mon argument étant le suivant, c'est que le podcast, il y a un vrai problème, et peut-être qu'un jour il sera résolu, peut-être que Spotify va nous sauver la vie là-dessus, mais de discoverabilité. C'est-à-dire que sur YouTube, tu fais une bonne vidéo, elle devient virale, les gens la voient, les recommander sur la page, etc. Sur le podcast, mon podcast, il se développe au fil du temps, je ne sais même pas comment, tu vois, enfin, c'est du bouche-oreille, en fait, tu n'as pas vraiment de moyen de le mesurer. Il y a des rankings iTunes qui sont préhistoriques. C'est plus difficile, je trouve, de grossir un podcast. Le podcast, il faut être patient. Le podcast, ça grossit, mais ça grossit bouche-oreille. YouTube, il y a de la viralité, il y a de la recommandation, il y a des effets d'accélérateur qui sont là. Du coup, j'ai tendance à recommander aux gens de commencer par YouTube s'ils hésitent vraiment entre les deux. Après, toi, il semble que tu étais assez logiquement sur le podcast vis-à-vis du type de contenu que tu voulais produire. Si tu voulais produire un format d'interview, c'était naturel. Et le podcast, il y a aussi un truc attractif qui est de se dire, là, il y a vraiment des trous, il y a vraiment des niches que je peux vraiment truster. Et en étant un des premiers là-dessus, je peux me positionner sur quelque chose. Là où sur YouTube, il y a quand même plus de chaînes qui existent. Et je pense que tu peux démarrer plus rapidement sur YouTube, mais il n'y a pas ce côté de se dire personne n'en parle. Toi, du coup, je suppose que la question, elle ne s'est pas vraiment posée. En fait, c'était le podcast, c'était évident, c'est ce que tu avais envie de faire, c'était le format qui correspondait au type de contenu que tu voulais produire. Mais tu vois, moi, avant de me lancer vraiment à temps plein, j'ai travaillé pendant 1 an pour une plateforme de freelance. Donc en plus, tu vois, moi, ça fait longtemps que je comprends et je connais l'écosystème. Et donc, pour eux, en plus, je crée du contenu. Et donc, j'avais identifié un certain nombre de trous dans la raquette dans l'écosystème de contenu qui existait, et notamment sur le podcast. Et il se trouvait que le podcast, moi, j'en écoutais beaucoup. Je trouvais que c'était un format qui était extrêmement intéressant pour créer de la confiance, pour avoir des choses un peu plus profondes, notamment que tu es sur quand tu es avec des invités parce que c'est pas filmé, etc. Et puis, il y avait une question où, en fait, qui était une question très personnelle et liée à ma personnalité, c'est que ça se voit peut-être pas si les gens me suivent sur Insta ou autre, mais en fait je suis pas non plus un gars qui est super à l'aise publiquement, en face cam, sur YouTube. Tu vois, j'avais une première peur où je me suis dit, c'est déjà une barrière qui déjà c'est difficile de publier du contenu de manière régulière. J'ai peur qu'avec YouTube, en fait, je tienne pas le rythme, et donc je préfère commencer sur quelque chose d'un peu plus simple, un peu plus personnel aussi, qui me demande aussi moins de setup, etc. Je peux aller chez les gens, j'ai pas besoin d'avoir le bon setup pour les interviews, plutôt que de me lancer dans un truc qui est trop ambitieux, qui est YouTube, et de décrocher, parce que comme tu le dis, en fait, mais tu as aussi le 3e cavalier de l'apocalypse qui est le blog, du coup. Qui est aussi une option populaire, et je pense que pas mal de gens dans ta situation se sont dit je vais faire un blog sur le freelancing, et du coup tu n'as pas non plus choisi cette option, qui a aussi ses avantages, en termes de SEO, en termes de viabilité. C'est aussi quelque chose où tu as un peu des deux, je trouve. Tu as le potentiel, ou en tout cas la promesse de la viralité qui est possible avec le vlog. Techniquement, c'est possible d'être viral avec un article de blog. Et tu as aussi ce côté SEO, long terme, patience, tu te positionnes, tu grossis. Mais finalement, tu vois, tu t'es orienté vers le podcast. Donc, je suppose qu'il y a quand même un choix qui est assez délibéré là-dessus. Moi, j'ai fait la même chose. Je pense que j'ai à peu près la même réflexion. C'est-à-dire, quand j'ai commencé Marketing Mania, je l'ai commencé avant la chaîne YouTube. Donc, c'était à l'origine un podcast. Et je me suis dit, je peux faire le meilleur podcast sur le marketing. Parce qu'en fait, il existait quasiment aucun podcast sérieux, régulier. Il y avait quelques personnes qui, mettaient leurs vidéos YouTube en son, et c'était ça leur podcast. Tu vois. Je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire. Là où des blogs sur le marketing, il y en avait 1 milliard, des chaînes sur le marketing, il y en avait beaucoup. C'est vrai qu'il y a un aspect intéressant qui te fait pencher vers le podcast, du coup. Et c'est plus simple aujourd'hui d'avoir le podcast. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, on me demande est-ce que tu fais des articles invités sur Tribu Indé, parce qu'il y a une toute petite section blog où il y a, je pense, 4 articles qui se battent en duel. Et donc, tu vois, c'est plus simple d'avoir, à mon avis, démarré sur le podcast, parce que c'est quelque chose de nouveau. Effectivement, il y avait un trou, puisqu'il n'y avait pas de podcast long format avec des interviews pour des indépendants par un indépendant. Et donc, c'était plus simple de rentrer par là et ensuite de diversifier avec une newsletter, avec un blog, etc. Après, effectivement, tu vois, par exemple, si j'avais voulu me dire, OK, en fait, il faut que j'ai la plus grosse base email possible, il faut que je grossisse là-dessus, le podcast, c'est peut-être
pas la meilleure stratégie, je sais pas les résultats sur YouTube, mais par exemple, les peu d'articles de blog que j'ai pu écrire convertissent beaucoup mieux qu'un épisode de podcast sur ma liste email. Mais encore une fois, tu vois, l'objectif, c'était un objectif d'apprentissage pur. J'avais pas d'idée de business à l'époque et je voulais quelque chose de différent. Et effectivement, il y avait déjà beaucoup de blogs sur le freelancing. Je me suis dit, ça aurait pris plus de temps de créer un blog de qualité. Ça aurait pris plus de temps à faire connaître et à se dire ah oui non mais en fait ce que fait Alexis c'est quand même différent, c'est un peu plus qualitatif que ce qui existe, ou en tout cas ça prend un angle différent, plutôt que le podcast où en fait il y avait presque un désert sur, tu vois, à l'époque où je me suis lancé il n'y avait pas de podcast freelance. Aujourd'hui il y en a quelques-uns qui se sont lancés très rapidement après moi, mais en fait à l'époque il y en avait pas, donc si tu veux, le potentiel de développement allait être plus rapide, en tout cas c'était le pari que je faisais, était plus rapide. Bien sûr si tu veux, le bouche à oreille prend un certain temps et prend sûrement beaucoup plus de temps que sur un article de blog, ou encore moins sur une vidéo qui peut devenir virale assez vite, quoi. Ah, c'est intéressant sur l'aspect de les gens se disent il n'y a plus de place, il y a trop de concurrence, etc. C'était il y a moins de 2 ans, quoi. C'était il y a moins de 2 ans que tu fais le constat, il n'y a pas de contenu pour les freelances. Et en plus, tu penses, voilà, les freelances, c'est quand même un milieu qui est très branché marketing, très branché création de contenu, très branché technologie. Tu vois, quand tu penses que là, il y avait rien sur ce domaine, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point, en fait, c'est évident a posteriori, mais il faut bien qu'une personne arrive et le voit. Il y a pas mal d'opportunités, je pense encore, notamment sur le côté podcast, qui a cette difficulté de la promotion. Et du coup, je suis curieux de comprendre comment est-ce que toi, cette promotion, elle s'est faite. Est-ce que c'était de manière organique, je fais mes podcasts, je les partage, et puis au fil du temps, les gens arrivent, ou est-ce qu'il y a eu des initiatives particulières que tu as fait pour faire connaître ton podcast, pour en faire la référence qui est aujourd'hui dans ta niche? Tu sais, c'est hyper compliqué d'avoir une réponse hyper structurée là-dessus, parce que en fait, je pense que tu as eu les mêmes problématiques que moi. C'est hyper compliqué de faire connaître le podcast. Il n'y a pas vraiment tu vois, il y a pas vraiment de méthode miracle pour le coup. Moi, ce que j'ai beaucoup fait au début, c'est que j'ai spammé les groupes Facebook. D'ailleurs, s'il y en a qui écoutent et qui ont un groupe Facebook pour les freelances, je suis désolé. Au début, en fait, toutes les semaines, tous les mercredis, je publiais. Et donc, en fait, mon objectif, c'était pas vraiment que les gens écoutent, mais je voulais juste que les gens se disent ah tiens, ok, il y a un podcast. Ça fait quand même 3-4 mois qu'on le voit. Ça a l'air d'être un truc un peu sérieux, etc. Parce que tu sais, les gens accordent pas leur confiance tout de suite sur un podcast. Généralement, ils attendent un petit peu qu'il y ait quelques épisodes, qu'ils se disent ok, parce que c'est un engagement, quoi. C'est aussi le désavantage du podcast, c'est que un article, tu peux l'ouvrir, tu peux le scanner en 30 secondes, une vidéo YouTube, tu peux regarder, ça prend 10 minutes, à la limite, ça te saoule, tu te casses. Tu vois. Un podcast, il faut le mettre, il faut cliquer, putain, le truc, ça dure 1h30, je connais pas ce gars, j'ai pas envie de rentrer. Je trouve que la friction, mais même pour moi, regarder une vidéo YouTube, c'est juste, t'as fait une bonne miniature, vas-y, boum, tu m'as, et je découvre des trucs incroyables. Le podcast, il faut qu'on me l'ait méga recommandé, il faut qu'on me dise c'est le meilleur truc que j'ai entendu dans ma vie pour que j'écoute un podcast d'un gars que je connais pas, quoi. Donc ouais, il y avait ce truc-là où le premier objectif, c'était plutôt que je sois visible, tu vois, que je dise hello, coucou, j'ai un podcast, avant de me dire ok, il faut absolument que les gens l'écoutent. Ensuite, il y a aussi l'enjeu, et ça c'était un avantage de commencer par des podcasts d'interview, c'est pas nécessairement plus simple. Généralement, on pense que faire en fait un podcast d'interview, c'est plus facile que de faire un podcast solo. En vrai, si tu veux faire un bon podcast d'interview, poser les bonnes questions, etc., ça se prépare, et 2, en fait, faut avoir une certaine écoute active. Enfin, si tu veux, ça s'improvise pas tant que ça. Et je le vois pour être passé sur plein de podcasts aussi. Tu vois en fait quels sont les meilleurs intervieweurs. Tout le monde n'est pas au même niveau là-dessus. Mais je me suis dit, le podcast d'interview me permet aussi d'aller toucher d'autres freelances, puisque j'allais interviewer d'autres indépendants. Alors généralement, il y a quand même peu d'indépendants qui ont des grosses communautés, mais ça pouvait me toucher, tu vois, des petites niches. Et après, c'était beaucoup du bouche à oreille. Donc ça, c'est ce que je faisais. Si tu touches les 20 potes de la personne, tiens, j'ai fait une interview, c'est une personne qui fait pas habituellement des interviews, elle poste et t'as 20 potes qui sont aussi indépendants qui viennent le voir, finalement, ta petite boule de neige, elle est là, quoi, je pense, en termes de recommandations, mais c'est pas des énormes communautés. Voilà, en un sens, t'as ce mix entre avoir des gens qui sont complètement inconnus, mais que je savais extrêmement bons dans leur domaine, et qui me permettait effectivement déjà d'avoir un contenu qui était ultra qualitatif, qui était quand même mon objectif premier, et de me dire effectivement en fait, même si je touche 20 personnes, l'engagement est plus fort, il est plus réduit, mais il est plus fort parce que ces personnes-là sont pas sur d'autres podcasts, et donc tu as ce petit cercle qui est curieux, et de mixer aussi parfois avec des plus gros invités qui sont un peu plus rodés, qui feront aussi des très bonnes interviews, mais qui, mine de rien, marchent pas non plus
mieux que des gens qui sont complètement random et qui sont un peu inconnus, parce que les gens sont habitués à les voir, à les entendre parler. Donc il faut vraiment prendre un sujet bien spécifique si tu veux intéresser leur audience actuelle. Donc tu vois, c'est une sorte de mix. En ayant globalement, tu vois, c'est un peu 4 pour 1 quoi. 4 indés qui sont extrêmement bons mais qui n'ont pas une énorme communication, et puis un indé ou un créateur qui a potentiellement une audience intéressante et que je peux aller chercher sur un sujet. Moi je passais beaucoup de temps au démarrage à préparer les interviews, à trouver des angles, tu vois, même quand tu étais passé sur le podcast, tu as fait beaucoup de podcasts, mais je me souviens qu'avec toi on avait pris un sujet qui était extrêmement spécifique sur comment est-ce que tu as monté l'agence et comment est-ce que tu fais le shift entre je passe de l'agence à une agence Facebook à ce que tu fais aujourd'hui avec Marketing Mania. Et ça, de mémoire, personne avait creusé le sujet aussi profondément que ce qu'on a pu faire ensemble. Donc c'était aussi l'idée de, même sur des gros créateurs ou des gens qui ont déjà une audience, de me dire ok, c'est quoi l'angle qui a jamais été pris dans d'autres podcasts, parce que tout le monde te pose les mêmes questions. Donc tu vois, voilà, c'était un peu ce travail aussi, donc d'avoir un podcast interview, ça permet quand même d'en faire la promotion. Et encore une fois, en fait, il n'y a pas de secret, c'est la régularité. C'est-à-dire que je serais curieux de savoir le nombre de podcasts qui, par exemple, ont plus de 30 épisodes aujourd'hui sur Apple Podcast. Je pense qu'il y en a extrêmement peu. Il y a beaucoup de podcasts qui se lancent, mais généralement, tu vois, il y a 5, 10, 15 épisodes, et puis tu as la pause de l'été ou la pause de fin d'année, et puis en fait, le podcast reprend jamais. Et rien que de te dire, ok, quoi qu'il arrive, je continue, je publie mes épisodes, et en fait, ça va prendre un moment ou un autre parce que tu seras le plus endurant sur le long terme. Et ça, tu vois, je le comprends aujourd'hui déjà avec 2 ans de recul. Tu vois, aujourd'hui, il y a quasiment 60 épisodes. En fait, tu vois, rien que ça, même sans faire de communication, ça joue dans la crédibilité, où on se dit, ok, en fait, le gars, il a fait 60 épisodes. Peut-être que je peux lui donner une chance, parce que s'il en a fait 60, c'est que ça doit plaire. C'est que, tu vois, il y a plein de questions que tu te poses inconsciemment, que tu dois juger si tu vas écouter un podcast ou lire cet article de blog. Et le fait d'avoir autant d'épisodes, d'avoir des notes, d'avoir des retours, des commentaires, des posts LinkedIn, etc., fait que les gens te font. En fait, c'est une sorte de. Tu vois, c'est une snowball, quoi. C'est une sorte de boule de neige qui va grossir avec le temps. Mais t'as pas Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas eu d'exponentiel sur le podcast où d'un coup c'est parti et j'ai rien contrôlé. Je pense que sur un podcast de niche comme le freelancing, je suis pas sûr que ça arrive un jour. Mais ça, tu vois, c'est plus un truc qu'on cherche à faire sur YouTube. Par rapport à ce que tu disais, il y a un vrai aspect, je pense, de compétence, qui est que la compétence de faire un podcast, notamment un podcast d'interview, c'est un truc auquel on pense pas. On se dit, il suffit de poser des questions, c'est pas très compliqué, n'importe qui peut poser des questions à une personne et la laisser parler. Mais en fait, tu t'aperçois qu'au fil du temps, tu progresses sur plusieurs aspects. Tu progresses sur comment est-ce que tu structures, comment est-ce que tu amènes tes angles, tes questions, comment est-ce que tu poses les bonnes questions à la personne pour approfondir et que la personne rentre vraiment dans le truc, parce que sinon, on peut te donner une réponse assez superficielle, en fait. On peut te dire, voilà, il faut faire comme ça, et en fait, si t'as juste écrit tes questions et tu fais ta liste de questions et tu suis ton truc, en fait, tu vas pas creuser dans la réponse de la personne, et donc du coup, tu passes totalement à côté, en fait, de ce qu'elle avait à t'apporter. Tu passes à côté des anecdotes, tu passes à côté des exemples précis, des méthodologies, tu passes à côté des émotions qui peuvent être ressorties avec un plus de conversation. Donc en fait, tu développes cette compétence qui... Je pense que la compétence, tu vois, sur YouTube, c'est plus visible. Tu dis, ah ok, il parle bien face à la caméra, etc. Tu te dis, ok, ça se pratique. Mais la question de comment est-ce que tu poses des questions pour faire sortir les bonnes infos à quelqu'un, non seulement ça se pratique, mais c'est plus dur parce que tu le contrôles moins. Sur une vidéo, si je me foire, je peux la refaire 5 fois, la phrase. Donc en fait, il n'y a pas trop de risque. Tu vois, tant que je sais à peu près ce que je cherche à avoir à la fin, il suffit que je le refasse jusqu'à ce que j'ai mon résultat. Sur le podcast, il faut apprendre. Et je pense que ça, c'est aussi un élément où demain, une personne qui se lance sur ton même créneau, avec les mêmes invités, il n'aura pas forcément d'aussi bons épisodes parce qu'il ne saura pas aussi poser les bonnes questions et sortir les bonnes anecdotes et les bonnes histoires et les bons concepts. Et je pense que ça, il y a une chose, tu me diras si toi tu l'as vécu sur le podcast, mais moi tu vois, j'ai pas fait le podcast parce que, en tout cas, c'était pas la seule raison d'avoir ce truc d'opportunité où je me dis, il y a une opportunité d'être placé, etc., d'avoir un peu de notoriété, d'être vu comme quelqu'un qui parle aux freelance, etc. C'était pas le driver premier, le truc qui fait que j'ai lancé un podcast, c'était que je me suis dit, putain, il faut que j'apprenne beaucoup plus vite que les autres et il faut que je progresse un maximum. Et donc en fait, avec cette démarche-là, où j'ai pas une démarche de 2020, 2021, c'est la grande opportunité du podcast, il faut que je lance un podcast, sur quoi est-ce que je pourrais créer un podcast, moi c'était vraiment, il fallait que j'apprenne. Et donc du coup, les questions que je posais,
En fait, enfin, je peux pas m'arrêter à. Si tu me dis comment. Je te prends un truc basique, mais si tu me dis comment trouver des clients, fait du contenu, je peux pas m'arrêter à ça. Ou bah, en fait, il faut que tu envoies des mails, je peux pas m'arrêter à ça. Et donc, en fait, je vais aller creuser jusqu'à ce que je me dise, ok, la réponse, en fait, elle me convient parce que je vois comment moi, à titre personnel, je vais pouvoir appliquer ce qu'il est en train de me dire et ça va me donner telle et telle idée. Et donc, le fait d'aller aussi loin, tu ne peux l'avoir que si tu es convaincu parce que tu es convaincu déjà par le sujet que tu es en train d'aborder avec tes invités et que tu fais d'abord ce podcast-là pour toi, pour apprendre personnellement. Parce que sinon, tu es juste en fait un journaliste qui va poser des questions, qui doit faire son papier ou son contenu et qui doit le publier toutes les semaines, tu vois. Et donc, rien que ça, je trouve que ça change énormément parce que t'as pas la même posture, t'as pas la même position et tu poses pas les mêmes questions et tu vois, moi, je me dis toujours ce que mon invité est en train de me raconter, il me dit pas la vérité, il me dit pas tout, tu vois. Et donc en fait, à chaque fois je parle là-dessus, et donc je me dis, ok, non mais t'es en train de me dire ça, je comprends, mais concrètement, comment t'en es venu à me raconter ça, qu'est-ce qui s'est passé avant, concrètement c'est quoi les résultats, etc. Tu vois, moi j'ai pas envie d'avoir du storytelling, de genre de choses, parce que ça marche quand t'es journaliste et que tu dois faire des papiers, et que tu dois faire le buzz, mais si t'as envie d'apprendre quelque chose concrètement, bah en fait j'ai besoin de choses concrètes et j'ai pas envie que tu me bananes sur 1h30 parce que en fait j'aurais perdu mon temps. Donc ça c'est aussi important d'avoir une démarche de pourquoi est-ce que tu fais le podcast. Est-ce que c'est juste pour faire partie des podcasteurs, des créateurs, d'être un influenceur ou ce genre de choses, ou alors tu le fais vraiment parce que tu as envie de développer des compétences, que tu as envie d'apprendre de tes invités, etc. Et tu as un peu ça sur YouTube. Tu vois tout de suite la différence entre des vrais créateurs de contenu qui, tu vois, prennent le temps de créer des vidéos, d'avoir un angle, un concept, d'avoir une thèse qui est déroulée avec des recherches, versus des vidéos, tu vois, typiquement des infopreneurs qui, en fait juste vraiment une passerelle pure d'acquisition, qui te fait des vidéos en 3-4 minutes où tu n'apprends rien. Et donc, en fait, tu peux avoir ça aussi sur le podcast, sur d'autres éléments, mais c'est un peu le même principe, je trouve. Ouais. Donc, c'est évidemment plus facile de te mettre dans les chaussures de ton auditeur quand toi-même tu as besoin de ce qu'il te raconte et quand tu es intéressé. Moi, j'avoue que c'est une difficulté que j'ai aujourd'hui. Parce que fondamentalement, le gros de mon audience, des gens qui sont moins avancés que moi, qui débutent. Et moi, j'ai ce truc où je me dis, bah tiens, moi j'ai aussi envie d'apprendre. J'ai toute une phase sur le podcast où je parlais à tout le monde de recrutement, de monter des équipes, etc. Est-ce que ça intéresse la majorité de mon audience ? Non. Mais moi, ça m'intéresse, tu vois. Et le podcast, je le fais aussi je le fais surtout parce que c'est des conversations qui m'intéressent. En fait, c'est plus ça qui me guide, même si les gens l'aiment bien écouter derrière, ils sont contents. Mais fondamentalement, si je devais faire que des trucs où, alors Alexis, comment est-ce que tu t'es lancé ? Comment est-ce que tu as trouvé ton idée ? Moi, je me tire une balle. Je peux pas, tu vois, je peux pas faire ça. Et en plus, j'en ai même pas besoin parce que c'est pas le podcast qui est mon plus gros truc. Et le podcast, je me dis, mon podcast, il est un peu unique parce que c'est moi qui apporte mon point de vue. Et aussi parce que je pense que je suis capable de parler de trucs qui sont plus avancés. Tu vois. Ça m'intéresse de comprendre un petit peu les détails de comment toi tu as écrit ou les détails de comment est-ce que tu pilotes ton business aujourd'hui. Et est-ce que ça sera un peu moins dans le besoin direct de la personne qui se dit, bah écoute, comment tu as trouvé tes 3 premiers clients ? Oui, mais moi, si tu veux, comment tu as trouvé tes 3 premiers clients, ça ne m'intéresse pas autant que de dire, en gros, comment est-ce qu'aujourd'hui tu définis. Tu vois, je préfère voir de ce point de vue-là. Et effectivement, ça fait que le podcast, il est peut-être un peu plus unique vu qu'il vient de ton point de vue plutôt que venir d'un truc de dire cyniquement qu'est-ce que je vais faire. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens, beaucoup de gens que j'écoutais à l'époque, par exemple. Tu vois, des podcasts que j'écoutais à l'époque quand j'ai commencé. Aujourd'hui, je ne peux plus les écouter parce qu'ils parlent de trucs qui, moi, me parlent plus du tout. Tu vois, c'est comment tu as débuté, la peur de quitter son job, etc. Et je comprends que ça, c'est un truc qui touche beaucoup de gens, la peur de quitter son job. Mais tu vois, moi, ça ne m'intéresse plus. Et par contraste, il y a quelques podcasts qui m'ont accompagné depuis 6 ans, 7 ans, qui sont des podcasts où la personne se dit, moi, il y a un truc qui m'intéresse et je vais aller tirer ce petit fil de trucs qui m'intéressent et il va te parler de différents sujets beaucoup plus pointus qui l'intéressent. Et finalement, tu t'aperçois que quand tu débutais, moi, ça m'intéressait aussi d'avoir du contenu un peu plus avancé et de comprendre ce que les gens se racontaient vraiment et de quoi ils parlaient vraiment et comment est-ce qu'ils réfléchissaient. Et finalement, j'étais pas si neuneux que ça, que si tu me disais pas comment tu avais débuté, je pouvais aussi me projeter dans une personne. Aujourd'hui, tu lis bien des bouquins de personnes qui sont... Le jour, je lisais un bouquin de Bob Iger, qui est le PDG de Disney. Moi, je suis pas PDG de Disney ou même d'un truc qui se rapproche de la taille de Disney, tu vois. Et c'est un gars, il a pas créé Disney à partir de zéro, il a pas fait une start-up. Et pourtant, je me dis, tiens, ce gars-là, il a un truc à m'apprendre et c'est cool, tu vois. Et donc, je pense que quand tu fais ton podcast du point de vue de moi, je vais apprendre, bah, ton contenu, il évolue au fil du temps parce que toi, tu apprends au fil du temps. Quand j'ai commencé, j'étais peut-être plus dans les conseils marketing, comment tu perces. J'ai une grande période équipe, recrutement, structure, management, etc. J'ai eu toute une période écrire un livre.
j'ai fait toute une période où j'ai interviewé des gens comme Olivier Roland, Fabien Licard sur comment écrire un livre, comment est-ce que tu le vends, etc. Et après, j'ai eu une période plus conglomérat, comment est-ce que tu construis en fait, comment est-ce que tu construis sur ce que tu as et comment est-ce que les gens se diversifient, etc. Et finalement, tu peux écouter mon podcast et voir ma progression. Et je pense que ça apporte un point de vue. Et puis moi, ça me permet de rester engagé dans le truc et de rester à me dire, à chaque fois, je vais parler à cette personne, pas de ce que je pense d'un point de vue abstrait, de ce qu'un auditeur moyen voudrait, mais plus moi, concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de parler à cette personne et qu'est-ce qui m'intéresse ici. Mais c'est pas simple parce que, en fait, tu peux vite te faire enfermer par ta propre audience, en fait. Ouais. Et te dire, ah ok, j'ai construit une communauté X ou Y sur un sujet, mais moi j'ai envie de, parce que j'ai évolué, j'ai envie d'aller sur cet autre sujet-là parce que en fait ça m'intéresse plus, ou parce qu'en fait je sens que par rapport à mon évolution, j'ai envie d'aller explorer cette partie-là. Ouais. Mais est-ce que mon audience va me suivre, et donc j'ai un peu peur que du coup les stats soient moins bonnes, que les gens se désintéressent. Et en fait t'as un risque, t'as une vraie peur où tu peux te dire parfois, non, ok, je continue de faire ce que je fais parce que la recette elle fonctionne, que l'audience elle est là, etc. Et du coup, je trouve que tu vois, t'as inversé le truc où d'abord tu fais des choses pour toi et pour progresser, et en fait tu te retrouves enfermé par ton audience, et c'est ce que tu disais, tu vois, des podcasts qui en fait depuis 7 ans te racontent la même chose, et c'est juste qu'ils prennent d'autres invités mais ils posent les mêmes questions. Moi c'est vrai que, en tout cas, c'est pas ma conception de la manière dont j'ai envie de faire aussi évoluer Tribu Indé. Et d'ailleurs c'est intéressant, avec la sortie du livre, là j'ai eu beaucoup de messages, et notamment des gens qui me disent, je sais que ça fait 2 ans que je te suis, je t'ai jamais envoyé un mail, mais c'est dingue parce que j'écoutais chaque épisode et on a vu la progression, les questions que tu te posais, le genre d'invité que tu avais qui était un peu différent, t'allais explorer un petit peu. Et en fait, ça c'est le meilleur retour que je peux avoir. Moi j'ai aussi envie, c'est une manière à moi aussi de documenter ma vie pro, en fait, ce podcast et ce que je peux faire. Et donc moi je suis assez détaché de ça aussi, de me dire si les gens en fait accrochent plus, et il y aura d'autres personnes qui vont venir s'agréger, qui vont connecter avec le nouveau contenu que je propose. Mais tu as un risque côté créateur aussi de te dire ouais, mais j'ai peur de décevoir un peu l'audience, que ça soit pas les sujets qu'ils attendent de Tribu Indé, par exemple. Moi j'essaie un maximum de penser d'abord à ce qui pourrait être intéressant pour moi, et je me dis, ce qui est intéressant pour moi intéressera une partie de l'audience qui a envie d'aller chercher des sujets. Et moi je trouve ça toujours, tu sais, il y a beaucoup de contenu un peu newbies, un peu débutant, il y a beaucoup moins de contenu qui te un peu plus et moi-même, tu vois, je pense que j'en fais pas encore, et je suis encore loin d'être vraiment hyper encore développé, etc. Mais je trouve ça cool d'avoir des contenus, notamment en français, qui t'accompagnent à passer, une fois que tu as fait 0 à 1, comment tu passes de 1 à 10 par exemple. Et même en freelance, tu vois, comment est-ce que quand tu atteins un plafond, tu passes tu fais autre chose, comment est-ce que tu évolues, est-ce que tu changes de projet, etc. En fait, il y a assez peu de contenu qui parle des sujets un peu 1 à 10, quoi. C'est beaucoup de 0 à 1 souvent dans les contenus. Et donc c'est aussi l'ambition, tu vois, dans les prochaines années, que ça suive mon développement, et qu'on aille potentiellement sur des sujets qui soient très spécifiques, qui n'adressent pas forcément des débutants, mais en vrai c'est pas très grave. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android, en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.